Évidemment qu'en 27 ans, on a eu des soucis, on a été menacés. Et c'est plutôt même une bonne nouvelle. Si vous êtes menacé en Indonésie, c'est que vous faites bouger les choses. Et si tout le monde est ami avec vous, ça veut dire que vous ne faites pas grand-chose. Donc oui, aujourd'hui à Calauet, on arrive à 3000 hectares de forêt protégée. Notre ambition, c'est de sauver les gibbons et tous les autres animaux lorsqu'ils sont encore dans les arbres. Donc dans un premier temps, on identifie des poches de forêt menacées à très court terme par les industries. Et notre première démarche a été d'essayer de comprendre comment les acteurs de la déforestation agissent pour avoir la légitimité de détruire et comment nous, on pouvait avoir cette même légitimité, mais pour protéger. Et à Calauet, on a plus de 300 gibbons. C'est tous des animaux qui sont victimes de la déforestation et des trafics. Le gibbon, c'est un primate, c'est un singe qui se différencie des autres parce qu'il fait partie de la famille des grands singes, mais c'est un petit grand singe et il est surtout connu pour ses vocalises. Il va chanter des poussées des grands « oup » tous les matins. Le gibbon, on le voit rarement dans la forêt parce qu'il est spécialisé à la canopée. Il vit vraiment à la cime des arbres, 60 mètres du sol dans les forêts tropicales. Mais par contre, il va être très bruyant. Donc tous les matins, on va les entendre chanter en duo. Et c'est vraiment quelque chose d'unique chez le gibbon. Alors pour que le message territorial ait un sens, il faut que ce chant soit poussé en duo. Donc le mâle et la femelle vont se relayer pour pousser ces vocalises tous les matins sur les limites de leur territoire. C'est le mammifère qui se déplace le plus vite au monde sans voler dans la forêt. S'il se déplace, il se déplace sous les branches en balancier. Sinon le reste, c'est avec des écureuils volants qui vont voler d'arbre en arbre, donc ils vont aller plus vite. Mais le gibbon, lui, ne vole pas. Et il est aussi très connu parce qu'il est très long bras. Dans tous nos centres de soins, on a 3 à Bornéo, Sumatra et Mentawai. On a des cliniques vétérinaires avec des équipes dédiées qui s'occupent de ces animaux. Et la plupart de ces animaux vont souffrir de maladies des humains. Au contact des humains, quand ils ont été élevés, ils vont être contaminés par exemple par l'hépatite B. La population indonésienne est très peu vaccinée, donc du coup il suffit qu'un gibbon détenu illégalement morde quelqu'un, il va être contaminé à l'hépatite B. On a aussi un problème d'herpès simplex, son petit bouton de fièvre chez les humains. Donc si un humain mange une banane et donne le reste à un gibbon détenu, le gibbon va être contaminé. Le problème, c'est que chez le gibbon, ça peut créer une encéphalite qui va tuer le gibbon. Donc il faut être très vigilant de ne surtout pas relâcher dans la nature des animaux qui sont infectés par des maladies humaines parce qu'ils risqueraient de représenter un risque et de provoquer la disparition des gibbons sauvages. Donc ça, c'est pour les animaux qui arrivent dans nos centres. À peu près 25% de nos animaux sont infectés par des maladies humaines. Et puis ensuite, les gibbons sont extrêmement territoriaux. Donc il y a des bobos lorsqu'on essaie de former des couples, par exemple, quand ça ne se passe pas bien. Et puis des bobos du quotidien, il faut éviter qu'ils soient infectés par des parasites. En sachant que les gibbons à l'état sauvage vivent dans la canopée, leur système immunitaire n'est pas fait pour être en contact avec des bactéries et parasites présents au sol. Sauf qu'en captivité, comme ils ont toujours vécu avec des humains, ils vont beaucoup passer de temps au sol. Donc ils vont être beaucoup plus fragiles que les autres espèces qui, dans la nature, se déplacent au sol. Donc il faut être très très vigilant pour qu'ils restent en bonne santé, même s'ils ne sont pas encore dans leur monde, de retour dans leur monde. Encore une fois, ce n'est pas uniquement la forêt, leur monde, mais c'est la canopée. Un gibbon sauvage ne descendra quasiment jamais au sol. Au fil des années, on est arrivé à un schéma qui fonctionne très bien aujourd'hui, c'est qu'on aide les villages à faire du foncier, à sécuriser les terres en les achetant avant que les gens vendent ces mêmes terres aux compagnies alentours. Ces terres deviennent des forêts communales et Calauet en a la gestion sur le très long terme, donc la protège, crée des patrouilles au sol, des patrouilles aériennes pour protéger ces zones. Donc c'est extrêmement concret. Et c'est basé sur une approche extrêmement pragmatique, pas sur de longs discours de la conservation très conceptuels. Les gens veulent vendre leur terrain pour avoir un pécule et investir dans un autre business et changer de mode de vie. Eh bien, au lieu que ça soit au profit des compagnies, ça peut l'être aussi au profit de la conservation et surtout, les gens ne vont pas perdre leur terrain. Quand ils vendent leur terrain à une compagnie, eh bien c'est fini. Alors qu'avec nous, tout le monde est d'accord pour ne plus chasser, pour ne plus couper les arbres, mais ils ont toujours l'usufruit de leur terrain. Ils vont pouvoir aller récolter le rotin, chercher les fruits, saigner les EVA. Donc tout ça, c'est évidemment tout gagnant pour les populations locales. Et c'est pour ça que notre entente avec les populations se passe très très bien et qu'on arrive à sécuriser tous ces hectares. Les géants subissent déjà les conséquences du réchauffement climatique, les conséquences de la déforestation. Cette année encore, les villages autour de Calauet ont été inondés 3 fois. Donc quand il y a 1,5 mètre d'eau dans les maisons, les gens commencent à se poser des questions et ils associent très bien le fait qu'il n'y ait plus de forêt, que la forêt joue plus justement son rôle d'éponge, qu'il y a plus d'intempéries, que les saisons sèches sont plus longues. Donc par la force des choses, évidemment,
qu'il y a une prise de conscience forcée, sauf que cette prise de conscience, elle ne fait pas vraiment le poids encore face à une réalité économique, l'envie d'envoyer ses enfants à l'université. Donc ça ne va pas empêcher quelqu'un qui a tout à fait compris la problématique locale de vendre ses terrains à la compagnie d'à côté. C'est pour ça que nous, quand on arrive avec une alternative, vous allez recevoir la même somme d'argent et vous allez garder vos terrains et en plus on va protéger la forêt. Évidemment que tout le monde veut être avec nous, donc après c'est à nous de trouver les fonds pour pouvoir mener à bien ces projets. Donc il y a une prise de conscience, mais pas assez au niveau national pour que ça se traduise par exemple dans des élections. Les dernières élections présidentielles qui ont eu lieu l'année dernière, aucun candidat n'a parlé d'environnement. Évidemment qu'on dérange, évidemment qu'en 27 ans, on a eu des soucis, on a été menacé. Ça ne résume pas mes 27 ans en Indonésie. Et c'est plutôt même une bonne nouvelle. Si vous êtes menacé en Indonésie, c'est que vous faites bouger les choses. Et si tout le monde est ami avec vous, ça veut dire que vous ne faites pas grand-chose. Mais oui, il m'est arrivé de devoir envoyer ma famille loin pour les protéger parce qu'on a essayé de brûler ma maison. Mais ça fait partie du job. Ce qui nous sauve encore aujourd'hui, c'est certainement l'une de mes plus grandes fiertés, c'est d'avoir le soutien des Indonésiens eux-mêmes qui au final nous protègent. Les peuples Dayak qui travaillent avec nous ici à Bornéo, c'est toujours eux qui m'ont sorti du pétrin et qui m'ont apporté leur soutien. Et quand les autorités de Jakarta m'ont envoyé la police il y a quelques années, par exemple, c'est les Dayak qui étaient là et qui disaient attention, parce qu'ils se sont accaparés Kalawet et ça leur appartient. Kalawet, ça veut dire gibbon en Dayak, c'est du Dayak. Et donc voilà, il faut trouver les outils et surtout pas s'isoler pour faire face à ça. Donc moi je suis arrivé en Indonésie en 1998. La situation, quand je suis arrivé, on parlait encore beaucoup d'exploitation du bois forestière et déjà c'était on va perdre la forêt, etc. Avec le recul, on se rend compte que en fait, l'exploitation forestière c'est un moindre mal. Aujourd'hui, on est très heureux quand une compagnie forestière obtient une concession parce qu'on sait au moins que ça ne sera pas de l'huile de palme. L'huile de palme, c'est de la monoculture et il ne reste plus rien. Alors que dans une compagnie forestière, c'est un abattage sélectif, il reste encore de la biodiversité. Donc moi j'ai vu ensuite, au début des années 2000, la fièvre de l'huile de palme s'emparer de l'Asie du Sud-Est et défigurer complètement le visage de Bornéo. Et c'est là où il faut être vraiment, pas pessimiste, parce que sinon on ne se donnera pas les moyens d'agir, mais il faut être très pragmatique encore une fois et regarder la réalité en face, quels sont nos outils, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour sauver tout ce qu'on peut, parce que l'urgence est là. Et au niveau politique, l'environnement est mis au second plan. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a le plus grand projet de déforestation au monde. Ça ne concerne pas Bornéo, ça concerne la Papouasie, mais on parle de 3 millions d'hectares qui sont en train d'être convertis pour l'huile de palme, le bioéthanol et la sécurité alimentaire de l'Indonésie. Alors, en Indonésie, aujourd'hui, qui a été dévastée par l'huile de palme, principalement le côté ouest de l'Indonésie, Sumatra, Bornéo. Maintenant, le côté est, des zones qui n'ont jamais réellement été inquiétées par l'huile de palme, à grande échelle en tout cas, aujourd'hui sont attaquées par les mines de nickel. C'est un nouveau fléau en Indonésie et ça provoque une double déforestation. Vous avez la déforestation là où se trouve la mine, notamment sur une île connue qui s'appelle Halmahera, où il y a la plus grande mine de nickel au monde, où il y a des investisseurs français qui sont là-bas. Et Emmanuel Macron était en Indonésie il n'y a pas longtemps, et ça a parlé nickel à ce moment-là. Donc c'est des problématiques locales où se passe la déforestation pour ces mines, pollution à très grande échelle et des problèmes de santé publique pour toutes les populations alentours. Et puis, ce processus pour extraire le nickel et le traiter, la transformation du nickel, consomme énormément d'énergie. Et pour cette énergie-là, il va y avoir une autre déforestation qui va s'amplifier à Bornéo pour l'extraction du charbon pour alimenter les mines de nickel. Donc vous avez pour le nickel l'est de l'Indonésie qui est dévasté, des îles qui disparaissent à cause de ces mines, et vous avez 40% de la production de charbon à Bornéo qui a augmenté à cause justement de ces mines de nickel. Donc double déforestation, une grande partie part pour les batteries de cette transition écologique, des voitures, etc. Mais pas que, la grande majorité part surtout pour de l'acier galvanisé qui a besoin de nickel à l'intérieur. Donc voilà, c'est une autre problématique qui s'ajoute à tout ce qu'on avait déjà en Indonésie et c'est ça qui fait penser que la tendance va toujours pas dans le bon sens. Les orang-outans ont beaucoup de difficultés aujourd'hui en Indonésie avec une déforestation massive. En 2024, on perdait encore près de 200 000 hectares de forêt. La tendance ne s'inverse pas du tout. Donc nous, on a la chance
dans la forêt d'Ulan d'avoir des orang-outans. C'est des orang-outans cernés, encore une fois, par ces industries. Donc cette forêt est devenue leur dernier refuge. Tout se passe bien dans notre forêt, mais c'est un tout petit îlot au milieu d'une situation extrêmement compliquée où on a une déforestation active. Donc nous, aujourd'hui, on veut, et on est en train de faire beaucoup de repérages pour multiplier ces initiatives. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a le soutien de donateurs, on a le soutien des autorités, ce qui n'était pas le cas avant, notamment de Jakarta, pour arriver à créer d'autres réserves et sécuriser un maximum de ces orang-outans, parce que 70% de la population des orang-outans à Bornéo vivent en dehors des zones protégées. Donc sont en conflit direct avec les compagnies, que ce soit forestières, minières ou d'huile de palme. Donc il faut agir vite avec des approches pragmatiques, avec des résultats immédiats pour sauver tout ce qu'on peut. L'espoir ne naît que dans l'action. Et c'est pour ça que moi, après avoir vu une déforestation massive à Bornéo, je pourrais être complètement déprimé, me dire putain, on a perdu 60% de la forêt et tout. Mais comme je suis dans l'action, je sais ce que j'ai sauvé, je sais ce que je peux encore sauver, les moyens que j'ai pour continuer, mais c'est là où naît l'espoir. Et c'est ça qui manque cruellement pour fédérer des gens à des projets concrets de terrain. Et ça serait quoi les 3 bonnes nouvelles quand même pour garder espoir et pour par rapport à la forêt Les 3 bonnes nouvelles? Ouais, s'il y en a. Il ne faut pas aller très loin. Si on s'attend à des bonnes nouvelles sur la conservation, en France, on a tendance à se focaliser sur les mauvaises nouvelles. Le retour du loup est le meilleur exemple. On va parler que des problématiques du retour du loup. Et je ne dis pas que c'est facile, mais on a quand même un grand prédateur qui, ces 20 dernières années, est revenu en France. C'est une énorme bonne nouvelle, on l'oublie aussi. On a une population de phoques dans l'ouest de la France qui augmente de 10% tous les ans. Et le castor est de retour en France. Enfin, on a plein de nouvelles comme ça et on a tendance à les oublier. C'est vrai qu'en Indonésie, si vous regardez la situation globale, ça va être très compliqué de trouver des bonnes nouvelles. Mais par contre, moi, je peux vous dire que même si l'huile de palme et l'industrie de l'huile de palme, c'est un rouleau compresseur énorme, localement, si vous utilisez les bons outils, vous pouvez remporter des victoires. Et Calouette en est vraiment l'exemple. Et c'est pour ça que je suis aussi de passage en France, pour essayer de montrer aux gens, regardez, ça peut marcher localement. Évidemment qu'à l'échelle de l'Indonésie, on ne va pas y arriver, mais localement, avec telle communauté, tel village, on a les outils pour faire reculer des compagnies, et c'est exactement ce qu'on fait.